Alors 26 sièges pour l'Union, 7 pour le centre, cela ne fait tout de même pour l'opposition que 33 sur 81 et l'on est loin tout de même de la majorité. C'est le calcul de tout le monde et celui de François Léotard qui dès cet après-midi, regardez dans une interview au Point, affirmait que si messieurs Giscard d'Estaing et Chirac visent la présidentielle, eh bien il n'y aura pas de dynamique possible de victoire pour l'opposition. Une page de la vie de la droite est tournée. On reparle donc inévitablement de rénovation et tout le monde a des idées pour l'organiser. Quant à l'un des tout premiers rénovateurs, Michel Noir, le maire RPR de Lyon, ce soir à l'heure de vérité sur Antenne 2, on lui a demandé s'il y avait des différences entre les propositions faites aujourd'hui par François Léotard et celles faites par Jacques Chirac, et puis les siennes. Écoutez Michel Noir. Ce que je crois, c'est que tout le monde a aujourd'hui conscience que c'est dans ce sens qu'il faut aller et qu'il ne faut plus lésiner. Et qu'il faut être capable de mettre un peu au placard des illusions perdues d'ailleurs, tous les patriotismes trop forts de partis, car jusqu'à présent, ceci a perdu. Et donc, si on a envie de gagner à travers des idées qui seront rassembler des Français, mais aussi qui puissent un jour aider à gouverner, ben, il faut que nous soyons capables de trouver le bon mode d'emploi. Et cette affaire, je crois, est bien partie, puisque tout de même, en 3 mois, on aura servi à beaucoup quand même, nous les rénovateurs, l'un du Vous aurez les accoucheurs, quoi. On aura peut-être, c'est une belle maïotique, comme disaient les Grecs, on aura accouché cette nécessité de la rénovation de l'Union. Ben, c'était ça notre ambition. Et le bébé, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et ça reste ça, notre... Ah, mais ça sera une famille nombreuse, sûrement. Bien. Alors voilà pour cette belle histoire de famille. Michel Lemaire, d'ici peu, on l'a compris, ce soir, on ne parlera plus des rénovateurs. Oui, cette intervention ce soir de Michel Noir était très attendue parce qu'il avait été, les rénovateurs étaient assez silencieux depuis hier. On pourrait résumer l'essentiel de son message par la formule suivante. Pendant les travaux de recomposition de la droite, le magasin rénovateur reste ouvert. Bien plus, il faut aller plus vite, plus loin, nous dit Michel Noir, et par exemple créer des états généraux de l'opposition dès la rentrée. Mais dans le même temps, on sent bien le poids du réalisme politique. La victoire de Valéry Giscard d'Estaing, le faible score de Simone Veil ont profondément modifié la répartition des cartes. Alors, échec des rénovateurs qui donne un peu l'impression de rentrer dans le rang, en partie seulement. Certes, ils vont perdre largement leur autonomie, ils vont devoir composer, mais dans le même temps, et c'est une victoire indirecte, ils ont déclenché une véritable course à la rénovation. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur les propos de Jacques Chirac ou de François Léotard en sont des illustrations, mais on a même entendu aujourd'hui Jean Le Canuet nous dire que la rénovation était plus que jamais nécessaire. Alors, tout cela n'est pas sans arrière-pensée, il y a de profondes divergences sur les modalités, sur les calendriers, on s'oriente plutôt vers une solution minimum, type fédération des partis de l'opposition dans un premier temps. On y verra plus clair, en tout cas en fin de semaine, puisque la plupart des états-majors vont se réunir dans les tout prochains jours. Dans l'ambiance révolutionnaire, on parle beaucoup d'états généraux, Michel Noir ce soir, mais Alain Juppé, dès ce matin, officiellement pour le RPR, états généraux à l'automne. Une chance peut-être qu'ils se tiennent dès le début de l'automne ? Ils se tiendront d'une manière ou d'une autre pour pouvoir relancer cette dynamique qui s'est amorcée en partie hier avec la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. Merci Michel. Voilà ce que l'on pouvait donc dire du côté de l'opposition au lendemain de sa victoire. Chez les socialistes maintenant, 23,6% hier, score un peu décevant, disait à chaud Michel Rocard. Mais les socialistes n'admettent pas que l'on parle tout de même de défaite. Écoutez le porte-parole du PS, Marcel Debarge. Non, ce n'est pas une cinglante défaite. Les résultats des élections européennes d'hier sont comparables pour les socialistes aux élections de 1979 et de 1984. Ceci dit, nous avions espéré faire mieux. Ça n'est pas non plus une victoire pour la droite, puisque si on totalise les voix de droite, M. Giscard d'Estaing et Mme Simone Veil, et qu'on compare avec 1984 et avec 1979, on s'aperçoit que la droite perd 8 à 10% des voix, et qu'elle perd en outre 8 sièges au Parlement européen. Alors le cocorico un peu enroué de M. Giscard d'Estaing n'est pas tout à fait de mise non plus. Dans les autres pays de la CEE, et notamment en Grande-Bretagne et en Espagne, les socialistes se sont tout de même beaucoup mieux comportés que leurs homologues français, au point que le Parlement européen, à Strasbourg, passe d'une majorité de centre-droit à une majorité de centre-gauche. Un socialiste espagnol pourrait même être élu président de ce Parlement européen, mais les écologistes compteront beaucoup et nous n'en sommes pas encore à l'élection. La situation britannique mérite que l'on s'y attarde. La semaine prochaine, lors du Conseil européen à Madrid, on pourra d'ailleurs juger de l'impact de la déroute des conservateurs
sur le comportement habituellement peu communautaire, vous l'avouerez, de Mme Thatcher. Une chose est sûre, sur l'Europe, Mme Thatcher a conduit les travaillistes à leur première défaite depuis 15 ans. On peut même parler de déroute. Pierre Babet. En 10 ans de mandat, elle avait envoyé au tapis tous ses adversaires et amis politiques. Elle a gagné une guerre aux antipodes, 82, échappé par miracle aux bombes de Brighton, 84, maté le très long conflit des mineurs, 85, tenu tête au plus grand de ce monde, et voilà qu'aujourd'hui, la dame de fer trébuche gravement dans un véritable référendum grandeur nature. Son tombeur, Neil Kinnock, a beau jeu de lui faire endosser les habits fatigués d'un Premier ministre du passé et d'un dirigeant dépassé. C'est vrai que Margaret Thatcher donne très souvent l'impression de vouloir entrer dans l'Europe à reculons. La preuve, son propre chancelier de l'échiquier, Nigel Lawson, a de plus en plus de mal à cacher lui-même son exaspération devant les atermoiements monétaires britanniques. Il est vrai que la livre n'est pas une devise européenne tout à fait comme les autres. Depuis que coule la manne des hydrocarbures de la mer du Nord, la livre britannique est une véritable pétromonnaie, dont les cours sont encore trop liés aux fluctuations du baril pour se rapprocher du système monétaire européen. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui même, lundi 19, deux nouvelles monnaies, la pesette et l'escudo, ont intégré ce système monétaire. Maggie Groggy aura beaucoup de mal à rompre son splendide et monétaire isolement lundi prochain au sommet de Madrid. L'Angleterre est la seule désormais à l'extérieur du système monétaire européen. Quant aux Grecs, hier, ils ont non seulement envoyé quelques parlementaires à Strasbourg, mais ils ont aussi et surtout, je dirais, renouvelé leurs députés dans un contexte de scandale en tout genre. Et ce soir, à Athènes, la crise est grande ouverte. Le vieux Premier ministre socialiste, Andreas Papandreou, a présenté la démission de son gouvernement. Mais le vainqueur des élections, le leader conservateur Mitsotakis, manque la majorité absolue pour 5 sièges. Alors, il réclame déjà de nouvelles élections. Le commentaire de Philippe Couder. Si la nouvelle démocratie avait obtenu 5 sièges de plus, elle détiendrait la majorité absolue au Parlement et Constantin Mitsotakis, 71 ans, aurait remporté une très grande victoire, rejetant Andreas Papandreou et le PASOK pour 4 ans dans l'opposition. Ce résultat aurait été logique. Aux affaires depuis 1981, le PASOK avait donné dans le clientélisme, la corruption et les affaires, le scandale Coscotas étant le plus connu. Et puis, il y a eu l'idylle avec l'hôtesse de l'air. Bref, l'échec d'Andreas Papandreou aurait été mis sur le compte de l'usure du pouvoir et de la légèreté. Mais la nouvelle démocratie n'a pas la majorité absolue. Et dès hier soir, Andreas Papandreou insistait sur le fait que si le PASOK était effectivement la seconde force politique du pays, la majorité de ce dernier était à gauche. La coalition de la gauche et du progrès, à forte connotation communiste, ayant obtenu 29 sièges. Pour Papandreou, le calcul est simple. 124 PASOK plus 29 coalisés égale 153 sièges acquis à la gauche. Et la nouvelle démocratie de Mitsotakis est minoritaire au Parlement. Les deux chefs des grands partis politiques grecs, pendant 48 heures, vont jouer les grands séducteurs auprès des nouveaux élus de la coalition représentant la gauche pure et dure. Expression de la droite traditionnelle et conservatrice, Constantin Mitsotakis devrait avoir peu de chances de réussir une telle opération de débauchage. Mercredi, en tout cas, il devra se présenter devant le président de la République comme chef d'une coalition majoritaire. S'il n'y parvenait pas, le président de la République se tournerait alors vers Andreas Papandreou, qui entreprendrait la même démarche avec peut-être un petit peu plus de chances de réussir. Décidément, tout se passe comme si la politique grecque était de rite byzantin. Ces péripéties électorales européennes en tout genre ne justifient pas que l'on oublie la situation de la Chine, privée quant à elle, vous le savez, totalement de vie démocratique. Après les 11 premières condamnations à mort à Pékin et à Shanghai, parmi les voix qui s'élèvent dans le monde entier, celle d'Andreï Sakharov est particulièrement tenace. Le physicien soviétique, aujourd'hui en Angleterre, a lancé un nouvel appel pour sauver de la mort les dirigeants du printemps de Pékin. Et Sakharov continue d'estimer que ce qui s'est produit en Chine peut survenir demain en URSS. La situation chinoise et d'autres images de l'étranger commentées pour nous par Philippe Pister. La session extraordinaire de l'Assemblée chinoise, reportée sine die par les autorités, convoquée sous la pression du mouvement contestataire pour étudier la mise en œuvre des réformes, elle devait s'ouvrir demain. Raison invoquée de ce report, la situation dans la capitale n'est pas revenue à la normale.
La normalisation pourtant bat son plein, même si l'armée se fait plus discrète. Les arrestations continuent, près de 1300 depuis le 4 juin. Et désormais, une nouvelle réglementation en matière de visa de sortie oblige les Chinois à faire une ultime petite visite à la police avant de les obtenir. Nouveau succès de solidarité au deuxième tour des élections législatives polonaises. Au Sénat, le syndicat de Lech Walesa rafle 8 des 9 sièges restant à pourvoir. Au total des 2 tours, il en obtient 99 sur les 100 que compte le Sénat. À la Diète, il empoche la totalité du quota de sièges imparti à l'opposition par la loi électorale. Autre camouflé au pouvoir, un deuxième tour marqué par une abstention record, près de 75%. Affrontement violent entre mineurs et policiers à Bruxelles. Les forces de l'ordre ont chargé pour empêcher quelques 3000 mineurs en colère de progresser vers le Parlement et le Palais Royal. Ces derniers protestent contre la fermeture des 2 dernières mines de Belgique. Bilan de ces affrontements, au moins 7 blessés. Le dollar a confirmé son repli aujourd'hui, mais le calme revenu sur la monnaie américaine n'a pas suffi à relancer les marchés financiers. Pour la 6e journée consécutive, la bourse de Paris a encore baissé. La chronique de Martine Thiébaut. On ne sait pas comment va évoluer le dollar. On craint une remontée des taux d'intérêt en Europe. La bourse de Paris reste donc très indécise. En tête des plus forts replis, on trouve SCOA et la CSE. 10% des actions viennent d'être échangées et l'on sait que le groupe recherche des partenaires européens. Bonne orientation d'Intertechnique, mais dans de maigres échanges. Thomson CSF bénéficie de l'effet d'annonce de 2 très importants contrats, l'un avec l'OTAN, l'autre avec le gouvernement australien. Enfin, le non-lieu prononcé dans l'affaire Lucher clarifie la situation. Coup d'arrêt à la hausse du dollar. L'action dissuasive des banques centrales semble faire effet. À Paris, il a rétrogradé de 7 centimes et demi, un recul qui s'est confirmé à Wall Street où on le retrouve à 6 francs 70,25 et 1 marque 97,55. À Wall Street, marché également très maussade. Après une semaine riche en statistiques, en clôture, l'indice Dow Jones est en repli de 6 points, avec quelques tensions sur les taux d'intérêt et une remontée des cours du pétrole. L'or a souffert du repli du dollar. Le lingot a cédé 1100 francs à 79 200 francs et le Napoléon 6 francs à 452 francs. J'apprends à l'instant que ce soir à Luxembourg, les ministres européens des Finances ont adopté une directive, une loi européenne interdisant les délits d'initiés, une directive qui devra être appliquée par les 12 États membres avant le 1er juin 1992. On sait que la France, dans le même temps, est en train de mettre à l'étude une loi nationale. Il y a désormais un tiercé le mardi. Demain, ce sera en nocturne à Vincennes. Et M. Courtine vous conseille parmi les 18 partants de jouer le 2, le 16, surtout le 16 qui est son joker, le 5, le 13, le 17, le 18 et le 12. Voilà, dans un instant, Michel Touré vous proposera encore du soleil et encore de la chaleur demain sur la France entière. Demain, à 12h57, Richard Tripot pour le premier rendez-vous d'information nationale sur la 3. Le 19-20, Élise Lucet et Éric Cachard. Et pour Soir 3, eh bien, il vous sera présenté aux alentours de 23h par Philippe Dessein. Bonsoir, merci. Bonsoir et bienvenue pour vos nouvelles du ciel. Demain, point de pluie à l'horizon, soleil pour tout le monde. Nous allons tout de suite voir la situation générale avec un superbe anticyclone. Vous le voyez, ça 1025 hectopascales. Il protège bien la France et repoussant les perturbations vers le nord. Un petit défaut sur la Méditerranée, cette perturbation qui passera à tendance orageuse. Alors, prévision matinale, mardi 6-7 heures du matin. Du Roussillon aux Cévennes et jusqu'à l'Aquitaine, eh bien, c'est du soleil, mais un temps lourd et orageux. Petit vent de sud-sud-ouest assez rafraîchissant, heureusement. Partout ailleurs, une belle matinée ensoleillée avec par-ci par-là quelques cirrus. Ce sont des nuages de beau temps. Et puis, de petites brumes dans les vallées. Alors, à noter la présence également d'un vent de nord-est, comme celui que nous avons connu ces jours précédents, mais qui est relativement agréable. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée tout de suite. Des frontières du nord aux côtes de la Manche et jusqu'aux Charentes, ainsi que sur la côte d'Azur, les Alpes-Maritimes et la Corse, soleil. Ailleurs, des Alpes aux Pyrénées, soleil, mais accentuation au fil des heures de la tendance orageuse. Les températures matinales seront très
très très très douce, entre 14 et 17 degrés, 16 à 22, 23 au sud, 14 à 17 au nord de la Loire. Celles de l'après-midi, eh bien, on les découvre ensemble tout de suite. 24 à Lille, 25 à Brest, 26 à Reims, Metz, 27 à Mulhouse, Nantes, 28 à Lyon, Agen, 29 Paris, Grenoble, Toulouse, 30 à Biarritz ainsi qu'à Nice et 31 records du jour à venir pour Ajaccio. Le temps et les températures prévues chez quelques proches ou plus lointains voisins, ce sont les températures d'aujourd'hui, la météorologie nationale étant toujours en grève. Copenhague, 26 degrés soleil, Londres, 26 degrés, quelques nuages, Genève, 25 degrés soleil, Rome, 28 degrés nuageux, Madrid, 30 degrés, Athènes, 29 degrés, et là-bas, du soleil. Demain, nous serons le 20 juin 1989. N'oubliez pas de fêter les Sylvères. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur FR3. Par tous les temps, il fait bon cuisiner. Depuis longtemps, la conduite ne m'intéressait plus. Et puis un jour, j'ai découvert une automobile qui m'a donné envie de prendre le volant, de conduire, de voyager. Je croyais que ça n'existait plus, c'est idiot. Cette automobile, c'est une Mercedes. La nouvelle 190. En jouant sur votre Minitel, gagnez des sacs de sport, des platines laser, des téléviseurs et des voyages. 3615, code GTI, jouez gagnant. Tabasco, chaud dedans, chaud. Étourdi de soleil, si belle et solitaire, Ginny au bout des lèvres, tout nous est offert. Comme Ginny, comme un rêve, t'emmène vers l'amour qui t'appelle. Ginny, je t'aime. Ginny, je te retrouve, Ginny, pour vivre à deux. Ginny, je t'aime. Le 21 juin, vous le savez, c'est le premier jour de l'été. Et c'est aussi une tradition établie depuis quelques années, le jour où l'on fête la musique. Alors je vous donne rendez-vous ici même, devant l'esplanade du Louvre, devant la pyramide du Louvre, qui est le monument de l'année. Je vous donne rendez-vous le 21 juin à 20h30 pour 4 heures de musique en direct. Alors on va avoir plein de musiciens, aussi bien Jacques Higelin que l'Ensemble Orchestral de Paris, un trio de Cafcons, et puis Claude Bolling et son big band, et puis Jean-Marc Puisada, beaucoup d'autres musiciens, pour une fête extraordinaire. Je vous donne rendez-vous, vous avez bien noté, à 20h30, ici, le 21 juin. La 7, fiction. La 7, documentaire. La 7, cinéma. La 7, jeunesse. La 7, spectacle. Le soir, l'après-midi, la nuit. Recevoir. La 7. 47, 45, 77, 77. La 7.